Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce numéro de Diagonale. Nous parlerons au cours de cette émission de 4 différents chapitres. D'abord le discours prononcé le 27 décembre dernier au Parlement par le chef de l'État, ensuite le fonctionnement de la 8e législature, du bloc républicain et enfin les élections communales à venir. Et pour parler de tous ces sujets, pour analyser et commenter avec nous ces différentes actualités, nous avons en plateau le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Guignan est notre invité. Robert Guignan, bonjour. Bonjour Jean-Eudes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. J'anime cette émission avec mon confrère Léandre Dossou, l'autre spécialiste politique de BNews. Léandre, bonjour. Bonjour Jean-Eudes. Nous sommes en début d'année générale Robert Guignan. Je vous laisse vous adresser à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci de me donner encore cette opportunité. Je profite de ce canal-là pour souhaiter mes voeux au peuple béninois tout entier, mes voeux de santé, mes voeux de paix et de bonheur. Je souhaite que 2020 puisse voir le Bénin plus uni et plus sécurisé et que 2020 nous apporte aussi la prospérité dans toutes nos actions. Général, vous avez suivi, comme tous les Béninois, le discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État, c'était le 27 décembre dernier. Le président de la République a émis beaucoup de motifs de satisfaction. On suppose que c'est bien évidemment le cas chez vous également, mais comment cela se matérialise-t-il à votre niveau, dans votre environnement? Oui, merci beaucoup, Léandre. Merci de me donner la possibilité de me prononcer sur ce discours du chef de l'État. Et vous voyez, le chef de l'État, visiblement, était satisfait. Nous, députés, ou du moins personnellement, moi, j'étais satisfait. C'est le 4e exercice que le chef de l'État, Patrice Talon, est en train de faire, de l'obligation constitutionnelle. Et ce discours, je l'avais déjà dit, est exceptionnel, parce que je peux dire que c'est un bilan à mi-parcours de son programme. Toutes les activités, tous les secteurs de la vie économique, de la vie politique au Bénin ont été cités dans ce discours-là. Moi, personnellement, j'ai été satisfait, très satisfait, parce que lorsqu'on analyse point par point, on ne peut que se réjouir, parce que c'est concret, ce n'est pas de la théorie. Le chef de l'État, les premiers budgets, j'allais dire, les premiers budgets de la nation qui sont sortis, avaient fait des programmes d'études. Et les gens disaient que c'était un catalogue d'intentions. Vous voyez, on a commencé la fondation progressivement et aujourd'hui, on voit le bâtiment sortir. Tous les secteurs de la vie économique au Bénin ont été cités par le chef de l'État. Si on veut, si ce n'est pas que le temps nous manque, on pourrait commencer par les citer, mais ce n'est pas le moment de revenir sur le discours en détail. Mais personnellement, et même la représentation nationale était très satisfaite de ce discours. C'est un discours réaliste. C'est un discours qui n'était pas politique, mais un discours qui était basé sur les réalités de ce que le chef de l'État a fait et qui a impacté et qui impactera les populations. On peut revenir sur quelques points, quelques paliers, notamment au plan économique, évoqués par le chef de l'État au cours de ce discours, mais on a senti également une autre politique. Il est revenu très rapidement, au début de son discours, sur la crise politique que le Bénin a traversée en 2019. On a vu Patrice Talon qui a voulu tourner la page. Est-ce que, à votre niveau, oui, bien évidemment, vous voulez également tourner la page, mais est-ce qu'au niveau des autres partis politiques, vous avez l'impression aujourd'hui que tout le monde veut tourner la page? Oui, bien sûr. Bon, vous voyez, on a connu des élections législatives controversées, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça qui a... Et le chef de l'État aussi était conscient de tout ce qui s'est passé. Bon, je ne veux pas revenir sur les conditions, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'après ces événements, le chef de l'État a eu l'initiative de convoquer la classe politique, ce qui a entraîné qu'on appelle la révision, bon, en tout cas les recommandations ont conduit à la révision, à la relecture de certains tests, ainsi de suite. Moi, je pense que cette initiative du chef de l'État est à saluer parce que ça a permis de revoir un certain nombre de lois qui étaient quand même nécessaires. Et, par exemple, la loi d'amnistie, elle est sortie et tous ceux qui étaient concernés sont amnistiés. L'achat des partis.
Et on a adouci les conditions d'existence des partis. Il y a beaucoup de points positifs qui ont découlé de ce dialogue politique qui a engendré au Parlement la prise de ces lois qui sont quand même là pour impacter le Béninois. Mais lorsqu'on vous écoute, c'est le discours qu'on entend, bien entendu, mais lorsqu'on écoute ceux que vous avez en face de vous, c'est-à-dire cette opposition-là, c'est que on ne peut pas être aussi satisfait que vous l'exprimez. Il y a par exemple ce que vous avez évoqué tantôt à propos de la loi sur l'amnistie et tout ce qui a eu comme suite donnée au dialogue politique. L'opposition ne se reconnaît pas forcément dans tout ça. Comment vous analysez cela? Qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Est-ce que vous en tenez compte? Non, vous voyez, l'opposition ne se reconnaît pas. Vous parlez de quelle opposition? En tout cas, au dialogue politique, il y avait au moins 8 partis, dont des partis de l'opposition. Oui, bien sûr qu'ils sont, oui. C'est des partis qui existent. Si un parti n'est pas enregistré, il n'existe pas pour nous. Donc, c'est les partis enregistrés de l'opposition qui sont arrivés. Quand les gens parlent de deux partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, mais ce n'est pas deux partis qui sont retrouvés au dialogue politique, c'est 8 partis. Il y a des partis il y a le PRD, il y a l'UDBN, il y a FCBE, et en tout cas, 8 partis étaient là. Et dans ces 8 partis, il y avait au moins 3 ou 4, ou 5 de l'opposition. Donc, c'est les partis réellement enregistrés qui existent, qui sont arrivés. Donc, ne sont pas de partis d'opposition, il faut s'en tenir à ceux-là qui existent réellement. Donc, ceux-là qui étaient au dialogue politique ont participé et ont pris des décisions qui ont, qu'on appelle... Voilà, non, je voulais dire que ces partis politiques, on y a fait des recommandations. Lesquelles recommandations ont amené les députés à prendre des lois. Donc, tous les partis politiques qui étaient au dialogue politique, qui soient de l'opposition ou de la mouvance, ont contribué à la prise des lois que nous avons prises aujourd'hui. Donc, tout le monde doit se retrouver dedans. En tout cas, les partis d'opposition qui se retrouvent dedans. Était en train de dire qu'après, bien évidemment, la prise de ces lois, il y a encore des grincements dedans, il y a encore beaucoup de plaintes au niveau de l'opposition, même au sein des FCBE. C'est vrai que vous avez parlé de la loi d'amnistie, ça a été également finalement applaudi par les FCBE, mais quand on prend par exemple le statut de l'opposition, qu'est-ce qui a été mis dans cette loi pour aujourd'hui recevoir l'adhésion d'un parti comme les FCBE par exemple? Le statut de l'opposition. Qu'est-ce qui devrait les intéresser dans cette loi? Le statut de l'opposition a été pris, ça n'existait pas, il avait un statut, mais qui n'était plus opérationnel. Mais le nouveau qu'on a eu à prendre arrange tout le monde. L'opposition a ses avantages, la mouvance a ses avantages. Il y a même le chef de file de l'opposition qui a été prévu dans cette loi. Le chef de file de l'opposition va exister et il a des avantages comme les mouvanciers. Donc, lorsqu'on voit le contour, c'est vrai, je n'ai pas la loi avec, si vous la citez, quand on voit les contours de cette loi, l'opposition a une part belle de ça, dedans. Donc, personne ne peut dire qu'on l'a ignoré. Et c'est même une nouveauté, hein, quand on lit cette loi sur l'opposition, mais c'est formidable. Certains estiment que vous avez dû voter la loi sur le statut de l'opposition en l'absence de l'opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'au moins, en amont, vous avez échangé avec cette opposition-là? Vous avez vous êtes allé les écouter pour prendre en compte un peu leurs aspirations? Voilà, vous savez, c'est vrai, on fait des échanges informels, on a fait des échanges informels. Mais ce que nous avons mis dedans, on ne l'a pas fait parce que nous sommes des partis de la mouvance. Aujourd'hui, celui qui est mouvancier, demain, c'est celui qui est dans l'opposition. On a fait ça. Que la même loi va s'appliquer. Et voilà, c'est ça. Donc, en l'apprenant, on s'est dit, aujourd'hui, ceux qui sont dans la mouvance, demain, c'est eux qui seront dans l'opposition. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes de la mouvance aujourd'hui qu'on va tailler une loi sur mesure. On l'a taillée, on l'a votée en tenant compte du fait que nous aussi, nous pouvons être dans l'opposition. Donc, vous voyez, dans ces conditions, il y a quand même un peu d'objectivité dans ce que nous faisons. Donc, ce n'est pas une loi qui est prise contre les opposants. C'est une loi qui a été prise pour tous les partis politiques aujourd'hui et demain.
Au plan économique, le chef de l'État a abordé très rapidement la question de la fermeture de la frontière. Il a exprimé de nouveaux souhaits également. Il a précisé surtout que le Bénin résiste à ce choc. Est-ce qu'on n'a pas vu l'Assemblée nationale vraiment au front concernant ce sujet? L'Assemblée nationale qui aurait pu interpeller le gouvernement très tôt. Pourquoi est-ce qu'il y a eu finalement, je vais dire, cette nonchalance au niveau du Parlement sur ce dossier quand même qui intéressait tout le monde parce que ça fait bientôt 5 mois que la frontière est restée fermée? Non, vous voyez, pour la fermeture de la frontière, on n'a pas besoin d'interpeller le gouvernement parce que le Parlement le vit au quotidien. Nous savons ce que se fait. On a eu des rencontres avec le chef de l'État qui nous a expliqué ce qu'il intente de faire. Donc nous avons compris, on n'a pas besoin de venir faire de folklore à l'Assemblée, puisque déjà nous suivons. Et les chances que nous avons eues, on a eu des rencontres avec le chef de l'État et on a posé ces questions et directement il nous a expliqué. Et vous voyez, cette affaire de fermeture de frontières, peut-être que le peuple ne le sait pas, mais ce n'est pas que le chef de l'État croise les bras. Hein. Tout le temps, à chaque fois que le cas se présente, mais quand il voyage, quand il est au Niger, un peu partout à Abidjan, mais il discute avec les pairs, avec ses pairs, même avec le Niger, avec d'autres, même le président Bouhari. Le président Talon discute avec lui. Mais ils ont leurs raisons, et ils ont le délai qu'ils veulent voir s'écouler avant d'ouvrir la frontière. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure, folklore, au sujet des interpellations du gouvernement. Est-ce que c'est à ça qu'on doit résumer les questions orales? Non, pardon, non. Est-ce que c'est ça qui explique aussi le fait qu'il n'y ait pas de questions orales? Non, bien sûr. Non, les questions orales à l'Assemblée, on a bien commencé le jeudi passé. Le jeudi 9, on a encore une série de questions qu'on va poser au gouvernement. S'il n'y a pas de folklore, c'est par rapport à la fermeture des frontières. C'est pour dire que ce n'est pas la peine qu'on fasse venir le gouvernement pour leur demander ce que nous le savons déjà. Nous interpellons le chef de l'État lorsque les occasions se présentent. On a eu plusieurs audiences avec le chef de l'État et on a posé les questions au niveau du chef de l'État. On sait ce qui se fait. Bon, peut-être vous allez nous dire que nous n'avons pas communiqué, mais nous savons ce qui se fait et c'est pour cela qu'on ne s'inquiète pas. On sait que le chef de l'État s'attelle tous les jours que tu veux faire pour ouvrir ces frontières parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que ces frontières sont fermées. Le chef de l'État n'est pas content, il n'est pas heureux. C'est justement ce qui est un peu reproché à votre législature, la 8e législature. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au niveau de l'hémicycle aujourd'hui, vous n'avez pas de grain à moudre. On a l'impression que vous n'avez pas de la matière, alors qu'il y a quand même des situations dans le pays qui doivent quand même vous interpeller et vous faire interpeller, donc le gouvernement. Vous avez dit que vous avez commencé avec les questions orales au gouvernement, mais 8 mois après votre installation, est-ce que ce n'est pas trop? Non, vous voyez, parce qu'on s'est installé, il fallait qu'on retrouve nos marques d'abord. C'est une nouvelle législature, un nouveau bureau. Il fallait qu'on puisse quand même retrouver nos marques. Et après ça, on a ouvert la session budgétaire. Donc, l'installation, qu'on se retrouve, session budgétaire, ce n'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit, après le dialogue politique, il fallait transformer les décisions du dialogue politique en loi. Donc, ces lois-là, leur étude n'a pas été facile, parce que ça fait 5 ou 6 lois. Il faut que les commissions puissent se réunir, et il faut qu'on puisse échanger, qu'on puisse trouver ce qui est bien et nous asseoir. Hein, parce que même en 8 mois, voter ces lois et réviser la Constitution, ce n'est pas chose facile. L'Assemblée, nous travaillons d'arrache-pied, hein, ce n'est pas que nous avons dormi. Les questions d'actualité, les questions au gouvernement, elles sont prévues, on a commencé, et le jeudi 9, on continue. On sait qu'il y a beaucoup de choses, mais le gouvernement va en sentir très bientôt. Alors, Robert Vignan, ça fait la 2e fois que vous êtes 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Vous passez d'une mandature à l'autre. Fondamentalement, dans la pratique parlementaire, qu'est-ce qui a changé? Dans la pratique parlementaire, ce qui a changé, je peux dire, la ponctualité des députés. La 8e législature, le président de l'Assemblée nationale veille à la ponctualité et à la présence. Parce que quand vous allez à l'hémicycle... Ce n'est pas tout à fait nouveau, ça, parce que Maître Adrien Oumbédi avait été applaudi, salué plusieurs fois. Oui, bon, oui, c'est vrai, la 7e a fait ce qu'elle peut, mais la 8e fait encore mieux. Parce que je suis de la 7e, aussi je suis dans la 8e législature, mais lorsqu'on a plénière, mais au moins l'Assemblée est remplie au moins aux 2 tiers. Or, par le passé, généralement c'est le tiers, c'est la moitié. Donc, je peux dire que des efforts sont fournis par la 8e, par le président Vlaponou qui le souhaite,
et qui nous encourage à être présents. Il n'y a plus de présence actuellement à la 8e qu'à la 7e. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de voix discordantes au niveau de l'Assemblée nationale. C'est l'impression qu'on a. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous ennuyer là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas ce piment-là qui manque un peu? Non. L'Assemblée nationale, on ne s'ennuie pas. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est vrai, l'Union progressiste, le Bloc républicain sont les partis représentés à l'Assemblée nationale, mais dans la pratique, il arrive qu'on se comporte comme des partis en tout cas, d'un côté l'opposition, de l'autre la mouvance. Et on a l'impression qu'on s'ennuie, non, on ne s'ennuie pas. Les débats, même en commission, sont houleux. Parce que vous venez en commission avant que les lois, le rapport ne vienne en plénière, mais nous tenons des débats houleux. On a l'impression même que c'est même plus houleux qu'à la 7e. Nous sommes des responsables. Nous ne sommes pas des députés comme les gens le disent, permettez-moi, pas des députés bénis, oui. Mais lorsque les lois arrivent, même des propositions de loi, ou bien des projets de loi arrivent, mais on les étudie. C'est pour cela que quelqu'un dit, quand une loi vient à l'Assemblée, elle peut être en boubou, elle peut ressortir en slip. Même la révision de la Constitution. Mais le débat a été houleux. Ah mais justement, sur la révision de la Constitution et sur certaines lois, essayez de nous expliquer un peu comment l'étude des lois se passe à l'Assemblée nationale, parce qu'après la révision de la Constitution, beaucoup de personnes ont eu à dire, et on l'a vu également sur les réseaux sociaux, que le texte était quelque part et était en train d'être modifié, que généralement les lois qui passaient par l'Assemblée nationale, qu'on vous les envoyait simplement et que vous votiez les lois fermées, qui avaient les lois fermées, et qu'il n'y avait pratiquement aucune étude, que la commission des lois ne fonctionnait pas, que rien ne marchait, et qu'on vous envoyait simplement les textes que vous votiez. Merci de me permettre d'éclairer le peuple. Où est ça possible? 83 députés et des responsables comme nous qui sont à l'Assemblée qui vont se mettre à accueillir des lois, les yeux fermés, les voter. Non, ce n'est pas vrai. La révision de la Constitution, ça a été très houleux comme débat. On a passé des nuits en commission pour échanger. Tout ce qui était arrivé par la proposition, par le député Amamba Black, qui était le porteur, mais il peut dire que le tiers a été balayé d'un revers de la main. Tout ce qui est arrivé, ce n'est pas ça qui est ressorti. On a modifié même jusqu'à la dernière minute. Je ne croyais pas que quand les lois arrivent à l'Assemblée nationale, les yeux fermés parce qu'on dit que c'est deux mouvanciers, partis mouvanciers qui sont là. Non, nous sommes des responsables. Et si une loi vient du gouvernement et qu'elle n'est pas vraiment une loi qui va impacter positivement la population, mais on la balaye. On fait des recommandations et le président de l'Assemblée, les commissions sont tenues d'en tenir compte. Et surtout par rapport à cette révision, est-ce que vous estimez que tout le travail a été accompli, qu'on ne sera pas obligé de revenir encore sur ce test dans 2 ou 3 ans ou à l'occasion d'une autre législature? Parce que beaucoup estiment quand même qu'il y a encore des articles qui prêtent à polémique qu'on aurait pu retoucher déjà alors que vous dites que vous avez travaillé. Non, voilà, merci. Oui, déjà, on a touché, je peux dire, fondamentalement 5 articles qui ont des répercussions sur d'autres, parce qu'il faut le cadrer. Mais si on devait faire un travail de fond, on serait au-delà de ça. Mais les gens vont dire que nous avons charcuté la Constitution. C'est pour cela que nous avons pris les points essentiels. Parce que quand on voit les points qui ont été touchés, mais sincèrement, je ne sais pas, si quelqu'un peut me dire, je défie quelqu'un qui me dira qu'on a mal fait. Si on prend les points 1 à 1, même si vous voulez, on peut faire le débat tout de suite. Si on prend les points 1 à 1, mais c'est des points positifs, c'est des points qui impactent. Non, ceux qui sont d'accord. Quand vous leur dites, vous leur demandez, qu'est-ce qui ne va pas? Personne n'a dit ce qui ne va pas dans la Constitution. Personne n'a dit. Certains peuvent dire, bon, on aurait pu faire un large débat. Mais en conclusion, quand vous touchez les points qui ont été retouchés, personne ne dit que c'est mauvais. Peut-être parce que ce n'est pas eux qui l'ont fait, ce n'est pas eux qui ont eu à le faire, mais parce que c'est nous qui l'avons fait, en tout cas c'est mauvais. Sinon, le point est touché dans cette révision-là, 1 à 1, personne ne peut me dire ce qui est mauvais dedans. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la discrétion qui a entouré le vote de cette loi-là, les circonstances dans lesquelles vous l'avez voté, apparemment justement de la révision de la Constitution, qui suscite donc ces réactions-là de ceux-là qui ne sont pas d'accord avec vous et qui estiment que voilà, tel que c'est fait, qu'on aurait pu le faire mieux. Non. Cette révision n'a pas été faite dans la précipitation. Vous savez que la CEDEAO nous impose 6 mois avant les élections de ne plus toucher aux lois électorales. Donc nous avions ce délai-là. Nous avions cette obligation
hein, il ne fallait pas enfin à cette disposition de la CEDEAO. C'est pour cela que, rapidement, nous nous sommes mis à retoucher les parties qui sont nécessaires pour le bon déroulement de la suite de la démocratie. Donc la loi, en tout cas la révision de la Constitution, c'est vrai, les gens ont toujours dit ça a été fait en catimini. Non, ça n'a pas été fait en catimini. Les débats ont été faits, la commission a travaillé, on a communiqué entre nous. Et au final, mais qu'est-ce qui est mauvais dedans? C'est ça qui est intéressant. Que le serpent, on dit le serpent est mort, c'est la femme qui l'a tué, l'essentiel, le serpent est mort. Cette révision-là, les régimes qui sont succédés avaient voulu le faire, la faire du moins. Mais ces régimes n'ont pas réussi. Si ce régime a réussi, il faut lui tirer un chapeau. Alors, quand cette assemblée était en train d'être installée, on était en mai. La huitième. La huitième, on était en mai 2019. 2019. Le président, si je ne me trompe, Louis Blavonneau, était en train de dire qu'on allait plus remarquer une assemblée nationale au service du peuple et très proche du peuple. Aujourd'hui, après bientôt, mettons, 7 mois, 7 mois, oui. 27 mois, Oui. est-ce qu'on peut dire que des lois, au-delà de la révision de la Constitution, est-ce qu'on peut dire que des lois ont déjà été votées au profit des populations et qui vous rapprochent justement davantage au profit, à côté ou aux côtés des populations, qui vous rapprochent des populations? Oui, bien sûr. Ces lois, j'ai dit, si on les prend une à une, elles nous rapprochent des populations. Et quand il dit que cette assemblée doit être plus proche du peuple, c'est une vérité. D'ailleurs, il profite de l'occasion pour dire, une fois les lois votées, les députés sont descendus sur le terrain pour expliquer le bien fondé de ces actes. On ne vous voit plus aussi très, très fréquemment sur le terrain. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, les 43 députés sont issus de 24 circonscriptions électorales. Donc, chacun dans sa circonscription électorale a fait le déplacement, et fait le déplacement régulièrement. Moi, par exemple, j'étais dans la 7e, il y a à peine 2 semaines. Et aujourd'hui même, je prends la route pour aller à Benouara, dans le cadre de rencontrer la population, de leur expliquer le bien fondé des lois qu'on a votées. Ces lois rapprochent plus le peuple avec les députés que nous sommes. Il paraît qu'il y a des députés qui n'ont toujours pas encore le courage de descendre dans leur fief au regard de ce qui s'est passé lors le jour du scrutin législatif. Surtout dans les députés qui n'arrivent pas encore à descendre sur le terrain. Dans le septentrion? Dans le septentrion? Non, pas dans le septentrion. Bon, ça peut arriver. À Parakou? Oui. Parakou, les députés de Parakou, Baramassi, les ministres Adambi, même le maire Sartoko se réunissent souvent. Ils viennent de finir des rencontres à Parakou. Et ils ont expliqué. Et je ne pense pas qu'il y a de problème. Bon. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous dites que tout va bien. C'est très bien de dire que vous allez sur le terrain, au niveau des populations. Sur le terrain. Oui. Quand vous allez vers les populations, que vous disent les populations? Mais vous voyez, merci beaucoup. Les gens croient à travers, lorsque les réseaux sociaux, permettez-moi, racontent de n'importe quoi, les réseaux sociaux, sur 100 informations, peut-être une ou deux sont vérifiées. Mais les populations ont compris. Même dans les villages, les gens vous disent, ah, ce qu'on voit dans WhatsApp là, mais on leur explique, c'est la population qui nous ont même dit que WhatsApp là, que c'est un toxique. Quand on dit ça, ils croient, mais après, ils trouvent que c'est faux, c'est le contraire. Donc les populations nous croient. Hein, vous voyez, ce n'est pas partout qu'il y a problème. Hein. Ce qui s'est passé avant les élections, les statuts, tout ça là, c'est dans un contexte donné que tout le monde connaît. Je ne veux plus revenir sur ça, mais les populations sur le terrain comprennent la réalité maintenant. Mais vous devez quand même savoir qu'il faut faire beaucoup attention avec les populations béninoises. Lorsque vous les rencontrez et qu'elles vous disent de belles paroles, ce n'est pas pour autant qu'il faut croire tout ce qu'elles disent. C'est peut-être juste parce que vous êtes là et qu'il faut quand même vous servir. Non, les populations, ne les prenez pas comme ça. Les populations sont réalistes dans leur déclaration. Les populations ne nous font pas de cadeaux. Hein. Parce qu'on est arrivé, on parle, elles nous caressent dans le sens des poils et on s'en va. Non. Non, il y en a dans le sens des poils. Il y en a qui prennent la parole et vous disent ce qu'ils pensent. Quelquefois même, ils ont des idées infondées. Et quand on explique, après ils prennent la parole pour dire, ah voilà, on n'a pas compris, merci d'être arrivé, merci, de temps en temps, venez nous expliquer. C'est ça qui fait qu'on ne comprend pas. Quand vous arrivez de temps en temps et que vous nous expliquez, nous on comprend. Et j'ai eu à faire des tournées tout récemment, il y a 2 semaines, partout, que ce soit dans toutes les communes de la 7e. Mais le débat était sincère, le débat était positif, les populations ont compris. Et elles ont dit vraiment de temps en temps, venez nous expliquer. On nous intoxiquait, maintenant c'est bon.
Le chef de l'État, au cours de son discours, a félicité l'Assemblée nationale pour le rôle qu'elle a joué, justement. Donc, on sent qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus impliqué dans le fonctionnement et dans l'organisation politique du pays. Mais au plan international, aujourd'hui, que vaut la 8e législature? C'est vrai que vous n'êtes pas le président de cette législature, mais au plan international, quels sont, que pouvez-vous dire de la coopération parlementaire? Au plan international, mais on a l'impression que le Bénin est isolé, c'est est isolé. Oui, c'est ce que, mais on n'est pas isolé. Je vais vous donner un simple exemple. Du 14 au 21, j'étais à Kigali, représentant le Parlement béninois, aux sessions parlementaires paritaires ACP Union européenne. Mais chaque pays expose la situation politique de son pays. J'ai pris la parole, j'ai exposé la situation. Qu'est-ce que les parlementaires ont pensé de ce qui s'est passé? Mais des parlementaires sont intervenus. Même un député de l'Union européenne est intervenu. Et il dit, à travers l'exposé que j'ai fait, parce qu'ils savent bien que beaucoup de partis ne sont pas allés aux élections. Mais ils ont compris que c'est parce que la charte des partis politiques, la loi portant charte des partis politiques était très rigide. Et quand on leur a dit que nous avons essayé de la desserrer un peu, ils ont compris, ils ont trouvé que c'est une bonne chose. Toute démocratie a des problèmes. Mais c'est en avançant qu'on essaie de régler ces petits problèmes-là. Le Bénin n'est pas un pays, comme les gens le disent, un pays qui est en train de rompre avec la démocratie. Bien au contraire, nous sommes en train de construire une démocratie, en tout cas dans la rigueur. Je crois qu'on n'est pas isolé. Non, on n'est pas isolé. Même le Parlement panafricain, quand ça a eu lieu, les députés béninois sont allés s'expliquer. C'est quand on n'est pas... Et on n'a pas l'explication qu'on a l'impression qu'on est isolé. Mais avec les rencontres sur le plan international, nous expliquons et les gens ont compris. Très bien. Robert Bouillard, nous allons passer maintenant à un autre sujet. Nous allons parler de votre parti politique, du Bloc républicain. Et on voudrait savoir ce qui se passe au sein du Bloc républicain. Puisqu'on ne vous a pas vu la dernière fois à la rentrée politique. À la rentrée politique, oui. Je crois que c'était le 16 octobre, je crois, ou le 16 novembre. Enfin. Il y a quelques mois, ouais, vous n'étiez pas là et cela a suscité une certaine polémique. On a estimé que voilà, qu'il y a déjà une crise de leadership au sein de ce parti-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'étiez pas à la rentrée? Voilà, je vais vous dire d'abord que mon parti, le Bloc républicain, se porte très bien, se porte à merveille. Vous voyez, les intoxications, on n'en finira pas. La rentrée politique a eu lieu le 16 novembre. Moi, j'étais en mission parlementaire, je le disais tout à l'heure, j'ai représenté le Parlement béninois à la session parlementaire paritaire ACP Union européenne à Kigali, du 13 au 22. Donc, comprenez que le 16, je ne pouvais pas être là. Mais les gens, très tôt, se sont contentés à dire qu'il y a la crise au sein du Bloc républicain. Abdoulaye Biachane, le secrétaire général national, était tout seul. Moi, deuxième secrétaire général national, j'étais absent. Abimbola, premier secrétaire général national adjoint, était absent. Abimbola était à l'UNESCO à Paris pendant la période. Il n'était pas là. Il n'y avait pas que vous? Moi, j'étais à Kigali, je n'étais pas là. Et il y avait l'honorable Badamassi. Badamassi était à Paris pour des raisons privées. Kassa Barthélémy n'était pas là aussi. Il était. Ça dit. Ça fait trop de coïncidences, non? Non. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas élaboré l'agenda? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas revu le calendrier, donc le programme de cette rentrée politique-là, en tenant compte donc de ces... Oui, voilà. Vous voyez, cette rentrée politique a été prévue 3 fois. Ça fait 3 fois qu'on avait à reporter les dates. Lorsqu'on a reporté la dernière date, le 16, qui était impérative, mais il y avait beaucoup de programmes qui étaient annoncés. Par exemple, les ACPUE, c'est programmé. Et Kassa devait aller à une mission à Bruxelles, c'est programmé. Badamassi avait un rendez-vous privé à Paris, médical, c'est programmé. On ne pouvait pas annuler. Ça dit, ça devait avoir lieu, la rentrée devait avoir lieu le 9 novembre. Mais la coïncidence est que le 9 novembre, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait la fête de la Gani à Niki, la fête de la Gani et à Djougou, si bien que beaucoup de chefs de parti, responsables du bloc, j'allais dire, étaient conviés à cette fête. On a estimé qu'on ne pouvait pas abandonner la Gani et venir faire ça. Donc ça fait qu'à force de répéter, à chaque fois, il y a quand même des gens qui doivent manquer. Ce n'est pas que c'est un calcul, c'est une coïncidence. Vous dites que ça a été reporté déjà 3 fois. La 3e fois, ça a eu lieu, ou 2 fois, la 3e fois... Oui, la 3e fois, ça a eu lieu. Alors, quelle était... Bon, ça a eu lieu, mais dites-nous quelle était l'urgence, parce que quand on lit un peu les recommandations issues de cette rentrée, il n'y a pratiquement rien de nouveau. On a entendu
le ministre Abdoulaye Biotchane dire que le bloc républicain est toujours engagé aux côtés du chef de l'État. On a parlé de la promotion des femmes, et des jeunes. On n'a pas senti quelque chose véritablement de pertinent. Non, la rentrée politique, c'est une journée, hein? Ce n'est pas un congrès, hein? Ce n'est pas la fédération. C'est tout simplement la rencontre des membres du parti, parce qu'après le congrès, on n'a pas eu l'occasion de nous retrouver. C'était tout simplement une occasion de retrouvailles et de nous saluer et de nous dire que le parti se porte bien, ceux qui avaient des récriminations ont eu à le faire. On a quand même mis un thème, on a développé un thème sur les femmes, tout ça là. Ce n'était pas un congrès. Et comment, justement, aujourd'hui, vous préparez ce congrès? Non, est-ce qu'il y aura le congrès, c'est pour bientôt? Oui, bien sûr, naturellement, un congrès. Le congrès, parce qu'actuellement, le parti travaille sur des instances qu'on a, comme on l'a dit, provisoires. C'est provisoire, donc le congrès aura lieu. Bon, le congrès devait avoir lieu même en décembre. Bon, mais il ne fallait pas escamoter, il fallait le préparer très très bien. Il fallait que tout le monde soit sur le même niveau d'information pour qu'on aille au congrès. Donc, il ne sert à rien de faire un congrès pour faire un congrès. Il faut se préparer pour faire un bon congrès. Mais le congrès aura lieu dans les mois à venir. Est-ce que ce congrès sera vraiment bien organisé? Ça fait bizarre de poser la question comme ça, parce qu'à chaque sortie du bloc républicain, d'après ce que nous lisons sur les réseaux sociaux et d'après ce que nous entendons, il y a souvent beaucoup d'impréparation qu'on constate. Beaucoup d'impréparation. Est-ce que ce congrès sera bien organisé? Bien sûr. Il n'y aura pas de clash? Bien sûr. Quelle sortie du bloc républicain a été mal préparée? La rentrée politique a été remise en cause. Depuis le film, on peut estimer que c'était un échec. Non. Le taux d'absence. Non, la rentrée politique n'était pas un échec. Vous voyez, je disais que la rentrée politique, ce n'est pas le congrès. C'est un lieu de rencontre. Ce n'était pas un échec. Je n'étais pas là. Abim n'était pas là. Si on devait reporter à cause de nos absences, vous allez voir, si on remet ça une semaine plus tard, peut-être d'autres seraient aussi absents pour des raisons valables. Non, ce n'était pas un échec. Le fait que la rentrée politique a eu lieu sans moi, sans Abim Bola, ce n'était pas un échec. C'était nos calendriers qui n'ont pas coïncidé. On aurait pu faire ça le 9, on serait là, mais beaucoup d'autres acteurs seraient allés à la fête de la Garni, parce que c'est quand même une fête identitaire. Donc, ils ont touché des problèmes. Mais si c'est par exemple le congrès qu'on prépare, mais on met la date, chacun sait que à cette date, il faut mettre son calendrier pour coïncider avec ce congrès. Je crois que ça pourrait se passer très bien. C'est pour ça que le congrès ne sera pas improvisé. Ensemble, on va arrêter la date et le consensus va primer pour qu'on puisse se retrouver tous. Comment ça se prépare les communales? Ah oui, les communales. Ah oui, bien sûr. Bon, je ne veux pas révéler ici le secret de nos délibérations. Je ne veux pas les révéler, mais ce qui est certain, le parti est au travail et les communales, nous sommes en train de nous atteler pour les préparatifs, parce qu'il faut préparer ces communales, il faut préparer le choix des candidats par arrondissement, il faut mettre des comités au niveau des communes, il faut mettre des comités au niveau départemental pour superviser, ainsi de suite. Donc nous sommes en ce moment à pied d'œuvre pour préparer le congrès. Concernant ces élections communales, vous êtes le coordonnateur au niveau du Borgou. Comment est-ce que vous allez quadriller le Borgou? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on peut dire également que vous allez tourner en roue libre parce que vous n'avez pas véritablement d'adversaire sur le terrain? Non, on ne peut pas dire ça. Il y a des adversaires partout. D'abord, je reprends, je ne suis pas le coordinateur du Borgou. Vous voyez, dans les réseaux sociaux, ils ont fait circuler pour dire enfin le bloc républicain. Donc, cette liste n'est pas officielle? Non, c'est pas qui a fait ça. On s'est réunis, deux exécutifs nationaux s'est réunis, mais on a vu enfin la coordination, le bloc républicain a sa coordination nationale, département. Non, c'est des histoires. On a démenti, on a dit de cesser de la coordination comme ça. Mais on a été de nous réunir au niveau de chaque département pour organiser l'installation des services dans les comités, dans les communes, pour pouvoir quand même être au plus proche. Je ne vous arrête pas, mais est-ce que ça ne pose pas un problème de communication? Et c'est justement ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, de préparation également au niveau du bloc républicain. Comment est-ce que communiquer aussi, mettons, disons-le comme ça, qui porte un caractère plus ou moins officiel, peut se retrouver comme ça, même publié sur des sites d'information très cotés, qui annoncent, qui publient, qui sort, qui rend public une liste, et vous nous dites ici sur ce plateau. Voilà, permettez-moi. Vous n'avez peut-être pas l'information. Non, j'ai l'information. Mais c'est l'intoxication. Le parti, au sommet n'a pas fait ça. On ne sait pas qui a fait ce communiqué. On peut dire que c'est une intoxication. On peut dire que c'est fait par... Bon, je ne vais indexer personne.
Oui, on a apporté un démenti, le parti, parce que nous avons un site officiel du parti où nous communiquons. Mais on a été tous surpris de voir enfin le bloc républicain. Non, ce n'est pas nous qui l'avons fait. On peut dire, c'est les gens qui ont voulu nous atteindre. C'est l'intoxication qui a intéressé. Mais déjà, est-ce que la liste qui a été publiée vous convient un petit peu? Non, oui, la liste qui a été communiquée, elle convient. Oui, mais Parce non. Parce que La la liste, quand même, reflète une certaine. Non, la liste. Oui, moi-même. Mais ce n'est pas les comités qui ont été mis en place pour la campagne qu'on appelle des communales. Mais ces noms que vous voyez, ces noms existent parce que vous allez voir que c'est les membres du bureau national qui sont là, les membres du bureau politique qui sont là. Donc c'est ceux-là qui, d'habitude, s'asseyent pour décider. Donc les gens ont pris très tôt cette liste-là pour dire que c'est déjà les comités de campagne. Non, cette liste peut être validée par la suite, mais ce n'est pas le parti qui l'a publié. C'est l'intoxication. C'est ce que je voulais dire. Parce que vous avez parlé d'un déficit de communication au nom du BR. Non, ce qui s'est passé là, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est les intoxications qui ont fait ça. Honorable, aujourd'hui, vous êtes membre du Bloc républicain, mais il y a constaté quand même que vos anciens alliés, je veux parler des FCPE, sont aujourd'hui en difficulté. Le parti est, on pourrait dire, déchiré parce que ça se chamaille à l'intérieur. Alors vous êtes ce moment-ci aujourd'hui. Est-ce que vous vous en réjouissez tout simplement ou alors ça vous préoccupe? Comment est-ce que vous voyez, quelle impression ça suscite en vous lorsque vous voyez la crise que ça va? La crise au sein des FCPE, elle est malheureuse. Parce que quand on voit des gens qui étaient ensemble, qui sont divisés, qui s'insultent, ce n'est pas bien. Bon, comme le président d'honneur de FCPE est arrivé, j'espère qu'il va savoir les réunir et faire la paix au sein de la famille. C'est ce que je pense. Et c'est mon souhait. Parce qu'il faut quand même que les FCPE puissent exister, puis aller aux élections, parce que nous voulons quand même avoir des challengers avec nous. C'est ça qu'on nous a reproché. Et heureusement, les FCPE ont quand même un récépissé déjà. Ils existent, même si certains contestent cette légitimité-là. Mais ce qui est sûr, FCPE existe comme parti. Je crois que les autres vont certainement se retrouver avec ceux qui ont le quitus, ceux qui ont le parti, le récépissé, pour faire la paix des braves. Le Bloc républicain pourrait avoir le dessus sur la FCPE dans votre circonscription, de Bembereka et consorts? Bon, si je le dis, vous avez dit que je fais de l'autosatisfaction, mais je ne pense pas que Bembereka, au moins dans la 7e, que le Bloc républicain fasse pied de figure. Non, je pense que nous allons avoir le dessus. Ça, c'est mon souhait et je profite de l'occasion pour dire à nos militants de mes côtés et de se mettre en ordre de bataille dès maintenant. Nous allons écouter votre mot de fin. Bon, merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est d'abord, je vous remercie de cette opportunité que vous me donnez. Et je vais dire, contrairement à ce qui se raconte, mon parti, le Bloc républicain, se porte à merveille. À merveille. Et en ce moment, nous sommes en train de nous organiser pour affronter les élections communales et municipales qui vont se dérouler, je crois, c'est au mois de mai prochain. Et je profite aussi pour dire au peuple béninois de garder la tête froide, de cultiver la paix. Je crois que 2020 qui vient d'arriver va nous donner beaucoup plus de joie. Et je sais que 2019 a été une année très, très controversée et que 2020 viendra corriger tout ce qui s'est passé en 2019. Donc je crois en l'avenir, je crois à la prospérité de notre pays. Merci Robert Bignan de nous avoir fourni toutes ces explications. Léon Doussou, merci également pour la participation à cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc le 7e numéro de Diagonale et la première émission de cette année 2020. À dimanche prochain.